profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'appartement suisse. Bonjour à tous. Je vous dis tout ça pour essayer de mettre en garde les étudiants étrangers contre les dangers des études à l'étranger. Et non, il ne s'agit pas d'un document d'information sur la façon de ne pas garder trop d'argent sur soi ou de ne pas se faire raccompagner par des inconnus. Il s'agit d'une mise en garde contre l'acceptation d'offres qui semblent trop belles pour être vraies et les conséquences qui peuvent en découler. Je ne veux pas effrayer les futurs ou actuels étudiants étrangers. Mais je crois qu'il est important d'être conscient que ce qui m'est arrivé cette année-là à l'étranger ne doit plus jamais arriver à personne. C'était il y a 10 ans, en 2e année d'université. J'avais réussi à obtenir des notes exceptionnelles et j'ai eu l'occasion unique de participer à un programme d'études internationales à Genève en Suisse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'étais enthousiaste. Avant que mon cerveau n'ait pu se rattraper, j'étais déjà en train de faire ma malle et de dire au revoir. Les dispositions relatives au voyage et à la scolarité avaient toutes été prises, mais le programme exigeait une tâche de ma part. Je devais trouver un endroit où loger. C'était censé faire partie de l'expérience de la vie à l'étranger, que de pouvoir trouver et choisir l'endroit où l'on voulait vivre, pour autant que l'on puisse se le permettre. Ma famille était une famille de classe moyenne ordinaire, et c'est là que mon ami Mathieu entre en jeu. Mathieu et moi étions amis depuis le premier jour de l'université, et nous suivions la plupart des mêmes cours. Il avait également été invité en Suisse et se trouvait dans la même situation financière que moi. Sachant que nous devions trouver un endroit où loger, il était logique que nous partagions la même chambre, quel que soit l'endroit que nous choisissions, afin d'obtenir un meilleur logement et de partager le loyer. C'est alors que nous sommes tombés sur l'appartement. Il se trouvait à 15 minutes en tram de la gare centrale de Genève et offrait plus d'espace que nécessaire pour nous deux. Il est intéressant de noter que le prix du loyer était le même que celui de nombreux petits appartements dans le quartier, mais nous avons pensé qu'étant donné qu'il s'agissait d'un vieil immeuble, nous n'aurions peut-être que quelques petits problèmes de vétusté à régler, d'où le loyer moins élevé. Mathieu et moi avons décidé que ce serait notre maison pour l'année suivante, et nous avons signé le contrat. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous prenions tous les deux un vol de 8 heures pour la Suisse. L'avion était exigu et la nourriture n'était pas excellente, si bien que j'ai été soulagé lorsque l'avion a finalement atterri à Genève. Je me souviens que la chaleur de l'été m'a frappé comme un mur de briques lorsque nous sommes sortis de l'aéroport. Matt et moi avons pris un taxi pour traverser le centre-ville et nous rendre dans le quartier où se trouvait notre appartement. Le chauffeur était un peu perdu pendant un moment, mais il a fini par trouver la rue. Nous avons trouvé l'immeuble au milieu d'une longue rangée de résidences, celle-ci paraissant plus désuète que la part des autres. Cela m'a fait penser que les problèmes de vieux bâtiments auxquels j'avais pensé étaient en train de se concrétiser. Le propriétaire nous avait envoyé 2 clés, une pour chacun d'entre nous, par courrier avant notre départ. Il s'agissait de ces clés à l'ancienne, comme celles que les gardiens de prison gardaient sur un anneau attaché à leur hanche. Mathieu est entré le premier dans l'immeuble et a déduit qu'il n'y avait que 3 appartements par étage, ce qui signifie que notre appartement, le numéro 6, se trouvait une volée d'escaliers en colimaçon au-dessus de nous. La clé s'inséra dans la porte en chêne massive de notre appartement avec un clic satisfaisant, et après une poussée énergique, la lourde porte s'ouvrit. L'appartement était agréable. Il y avait une salle de bain, une grande chambre à partager et une cuisine complète à l'avant de l'appartement. Il était étonnamment grand, plus grand que ce à quoi Mathieu et moi nous attendions. Mais pour le prix auquel nous le louons, il n'aurait pas pu être mieux. La chambre était équipée d'un lit superposé dans lequel nous pouvions nous reposer, ce qui me ramenait à l'époque où j'étais jeune et où je devais partager un lit superposé avec mon frère aîné. Mathieu a gagné à pile ou face et a réclamé le lit du bas pour lui, car il était plus facile d'y entrer après une nuit dans les bars. Comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai rapidement installé mes draps sur le lit du haut. Environ une semaine plus tard,
Mathieu et moi devions commencer les cours dans notre nouvelle école pour 1 an. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous trouvions notre routine et que nous commencions notre vie en tant que citoyens suisses temporaires. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tout devienne un enfer. Un après-midi, après la fin de nos cours, Mathieu a décidé de rester étudier à la bibliothèque avec une fille du quartier qu'il avait rencontrée. N'étant pas du genre à briser le code des frères, je savais qu'il était temps pour moi de partir pour qu'ils puissent traîner ensemble. J'ai décidé de rentrer à l'appartement pour travailler un peu. Les partiels arrivaient bientôt et il fallait que je m'attaque aux devoirs qui s'étaient accumulés. Lorsque je suis entré dans l'appartement, le soleil de fin d'après-midi commençait tout juste à baigner chaque pièce d'une chaude lumière dorée. Je me suis assis à ma table de travail dans la chambre et avant même de m'en rendre compte, il était temps pour moi de préparer le dîner. Le soleil s'était couché et l'obscurité n'a pas tardé à consumer toute la lumière de l'appartement. J'ai allumé quelques lampes et j'ai décidé de me préparer une boîte de craft dinner. Ce n'était pas une mince affaire puisqu'on ne pouvait en trouver nulle part en Europe. Alors que je me tenais devant la cuisinière en train de remuer, un sentiment étrange m'a envahi, comme si je venais d'être trempé dans de l'eau glacée. C'était le sentiment d'être observé. Ce n'était pas la même sensation que lorsque un ami vous regarde fixement en classe pour vous embêter. C'est une sensation de colère, de mal. J'avais l'impression que quelque chose ne voulait pas de moi dans cet appartement. Je me suis retourné vers la cuisinière et bien sûr, il n'y avait rien dans la cuisine avec moi. En homme paranoïaque que je suis, j'ai vérifié chaque pièce de l'appartement, l'horrible sensation me suivant partout où j'allais. Bien sûr, les recherches n'ont rien donné. J'étais seul dans l'appartement, pour autant que je puisse en juger. Me sentant stressé et un peu idiot, je suis sorti dans le couloir de l'immeuble pour fumer. Je ne fumais pas souvent, mais Mathieu et moi en prenions une pour fêter l'événement de temps en temps. Mathieu est rentré à la maison à peine 15 minutes plus tard et m'a surpris en train d'écouter de la musique dans le couloir extérieur. Il m'a demandé pourquoi j'étais là, et j'ai inventé une histoire comme quoi j'avais besoin d'air frais et que le couloir en plein air semblait être l'endroit idéal. J'ai suivi Matt lorsqu'il a ouvert la porte et, curieusement, la sensation désagréable avait disparu. Mathieu pouvait sentir l'odeur du plat que je préparais et était visiblement jaloux. C'est alors que je me suis souvenu que je ne l'avais pas mangé parce que j'étais occupé à enquêter sur mon appartement. Un rapide coup de four à micro-ondes a réparé le plat et nous l'avons mangé tous les deux. J'ai demandé à Mathieu s'il avait apprécié l'appartement, ce à quoi il a répondu par un oui enthousiaste. Je lui ai ensuite demandé s'il avait ressenti quelque chose d'étrange avec l'appartement, ce à quoi il a répondu par un non réfléchi. Il n'avait donc rien ressenti comme moi ce soir. Peut-être que j'étais juste fatigué de l'école et que je m'étais fait peur. D'un autre côté, cette expérience m'avait vraiment effrayé, et je savais que ce que je ressentais était réel. Au cours des 2 semaines suivantes, le sentiment est revenu, plus d'une fois. J'ai compris que les seules fois où je sentais le regard de quelque chose qui me voulait du mal, c'était quand j'étais seul dans l'appartement. Car une fois que Mathieu était là avec moi, la sensation disparaissait rapidement. J'étais resté tard à l'école un vendredi soir pour étudier. J'avais essayé d'éviter autant que possible d'être dans l'appartement, à moins que ce soit nécessaire, quand j'ai reçu un appel téléphonique. Mathieu m'a appelé et m'a demandé quand je rentrerais à la maison. Quand je lui ai demandé pourquoi il demandait ça, il m'a répondu qu'il était simplement curieux. Je lui ai dit que je serais à la maison aussi vite que possible. Je pense que Mathieu a dû le sentir à son tour. Lorsque je suis arrivé à l'appartement, Mathieu m'a demandé de sortir pour fumer une clope. Pendant que nous fumions, il a évoqué notre conversation de tout à l'heure. Il m'a dit « Je crois que je sais pourquoi tu m'as demandé s'il m'était arrivé quelque chose d'étrange. » Il m'a dit qu'il avait ressenti une présence maléfique qui le suivait dans tout l'appartement et que ça l'a fait flipper. Il parlait en tirant des bouffées de sa cigarette. Mon sang se glaça. Il avait donc ressenti ce que j'avais ressenti. Quelle pouvait être la source de tout cela ? Des fantômes ? Nous avons décidé d'un commun accord de ne pas nous laisser seuls dans l'appartement aussi longtemps qu'il le faudrait pour comprendre ce qui se passait.
Au cours de la semaine suivante, les choses ont empiré. Désormais, le regard maléfique se posait sur nous, même si nous nous trouvions dans des pièces différentes de l'appartement. Le simple fait d'entrer dans l'appartement me plongeait dans l'effroi. Un soir, alors que je passais devant le miroir en pied situé juste à l'extérieur de notre chambre, quelque chose s'est déplacé hors de ma vision périphérique et de mon champ de vision. On aurait dit une forme noire et décharnée se faufilant dans le reflet de la salle familiale. Mais hélas, lorsque j'ai regardé de nouveau, la silhouette avait disparu. Je commençais à penser que l'appartement me rendait fou. Mathieu et moi étions effrayés par ce qui se passait dans notre maison loin de chez nous. Mais nous étions déterminés à rester car le loyer était bas et l'appartement en lui-même était assez agréable. Entre-temps, j'ai fait une découverte. La présence était particulièrement forte dans le dressing attenant à la chambre de Mathieu et moi. Mathieu a même juré qu'il avait entendu un grognement silencieux dans le placard. Nous n'y avons pas prêté attention car le bâtiment était si vieux qu'il y avait probablement une explication rationnelle, comme de vieux tuyaux. Nous étions tellement naïfs. Nous aurions dû partir après cette découverte. Pourtant, nous sommes restés. Et nous avons fini par vivre la pire expérience infernale que l'on puisse imaginer. Une nuit, vers 2h du matin, je me suis réveillé dans ma couchette, très groggy. L'air de la chambre était lourd et inquiétant, comme si une catastrophe imminente se profilait à l'horizon. Soudain, je me suis senti mal à l'aise et j'ai pris conscience de la présence. Même avec Mathieu dans la pièce qui était juste en dessous de moi sur la couchette du bas. J'ai trouvé le courage de me lever et de tourner la tête vers la pièce, à la recherche de la source de cette présence qui, je le sentais, ne demandait qu'à nous tuer, Mathieu et moi. Mes yeux se sont sentis attirés par le dressing situé de l'autre côté de la pièce. Mon instinct me disait que je commençais à repérer notre invité indésirable. Je fixai longuement la porte du placard qui était légèrement entr'ouverte. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le placard me regarde en retour. Entre la porte et le mur, un œil unique, dépourvu d'iris et de pupilles, me regardait dans les yeux. C'était comme un vide blanc perçant l'abîme sombre. Une boule s'est formée dans ma gorge et j'ai essayé de crier, mais au moment où j'ai trouvé ma voix, la porte s'est refermée. La porte s'est refermée, comme si une force extérieure l'avait fermée. Mathieu se réveillait en sursaut en m'entendant crier. Le placard était la maison du mal, et ce que j'avais vu était la présence maléfique dont Mathieu et moi avions eu peur pendant tous ces mois. Un dimanche après-midi, nous sommes entrés dans le placard armés de pieds de biche et de grattoirs. Nous allions mettre cette pièce en pièces jusqu'à ce que nous trouvions des réponses. Les murs n'ont révélé que de vieux murs en bois, un peu pourris par endroits. Le sol a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de cet appartement maudit. Nous avons déchiré les planches et dégagé un petit trou dans le plancher, suffisamment grand pour que nous puissions y entrer un par un, à condition que nous voulions vraiment y descendre. Le soleil s'était couché et l'appartement commençait à devenir sombre. Mon corps et mon esprit me criaient de partir maintenant, mais je devais aller jusqu'au bout. Mathieu et moi, nous sommes préparés et nous sommes entrés dans le trou. La chute était probablement de 2 mètres, mais une échelle en bois branlante que nous avions trouvée dans la buanderie a résolu le problème. Mathieu est parti le premier et je l'ai suivi dès que ses pieds ont touché le sol en terre battue. L'odeur a été la première chose qui m'a frappé. Elle m'a frappé comme un camion de briques dès que j'ai descendu le premier barreau de l'échelle. Je connaissais l'odeur de la chair pourrie, et celle-ci était intense, même pour une odeur aussi horrible. C'était un véritable miracle qu'elle n'ait pas pénétré dans l'appartement. Mathieu était déjà en train de vomir sur le sol quand j'ai réussi à mettre ma chemise sur mon nez. Le trou s'est avéré être une petite pièce. Nous avions besoin d'une source de lumière pour bien voir ce qui nous entourait, et heureusement, Mathieu avait apporté une lampe de poche. Après l'avoir allumée, nous avons enfin pu voir à quoi nous avions affaire. À vrai dire, je ne voulais pas savoir à qui nous avions affaire.
La lampe de poche s'est allumée. Mes yeux furent instantanément assaillis par des images de cadavres d'animaux en décomposition, éparpillés dans la pièce comme si un prédateur avait élu domicile ici. Des runes anciennes ornaient les murs sans que je puisse savoir ce qu'elles signifiaient ou ce qu'elles étaient censées faire. Au centre de la pièce, cependant, il y avait un pentagramme gravé sur le sol. J'en savais assez sur l'occultisme grâce aux recherches surnaturelles que je faisais en parallèle depuis quelques mois pour savoir s'il s'agissait d'un symbole démoniaque. Alors que Mathieu s'approchait du milieu de la pièce, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Nous n'étions pas censés voir cela. La présence démoniaque était là et si forte qu'on avait l'impression d'être physiquement à l'intérieur de la pièce. J'ai dit à Mathieu que nous devions quitter cette pièce immédiatement et nous avons commencé à monter l'échelle. Je savais pourquoi quelque chose ne tournait pas rond, encore plus que la scène troublante que nous avions découverte sous notre appartement. Notre appartement se trouve au 2e étage. Matt et moi avons atteint le sommet du trou et avons ouvert la porte du placard de notre chambre, là où elle nous attendait. La créature que j'avais vue dans le miroir, celle qui me fixait depuis le placard, la chose qui nous effrayait, Mathieu et moi, par sa présence depuis des mois, se trouvait maintenant au beau milieu de notre chambre. La créature mesurait environ 1,80 m. Son corps noir et décharné avait des bras de la même longueur qui se tordaient en griffes menaçantes. Son visage informe avait 2 yeux blancs qui ne clignotaient pas et qui semblaient nous transpercer l'âme avec des poignards. Le démon avait 2 fentes à la place du nez, et en dessous, une bouche massive remplie de dents acérées comme des rasoirs, qui se contorsionnaient en un sourire hideux. Nous étions tous les deux figés par la peur. Je sentis des larmes monter à mes yeux lorsque j'entendis Mathieu gémir un seul mot, impuissant. Putain. Nous avons lentement reculé vers la porte et la créature s'est mise à 4 pattes et s'est mise à bouger à toute vitesse. Ses articulations craquaient de façon écœurante en se déplaçant. Mathieu et moi avons pris cela comme un signal pour sortir et nous nous sommes précipités vers la porte de la chambre en la claquant derrière nous. Je pouvais entendre la chose taillader le bois, tandis que nous sortions tous les deux de l'appartement en grimpant. J'ai verrouillé la lourde porte en chêne de l'entrée pour qu'elle reste coincée à l'intérieur. En jetant la clé du haut de l'immeuble, je pouvais entendre sa respiration rauque à l'intérieur de l'appartement, suivie d'un ricanement silencieux, tandis qu'elle se faufilait à nouveau dans les limites de sa cage. En attendant qu'un taxi vienne nous chercher à l'extérieur, j'ai jeté un dernier coup d'œil à notre appartement. Bien sûr, la créature était assise à la fenêtre et nous regardait avec son sourire dégoûtant. Mathieu et moi sommes montés dans le taxi et nous ne sommes jamais retournés à l'appartement. Nous avons demandé à une équipe de déménageurs de récupérer nos affaires, car il était hors de question que nous retournions dans cet endroit. Bien sûr, ils n'ont jamais trouvé de trou dans le placard. La seule chose qui sortait de l'ordinaire était la porte de notre chambre. Un ouvrier a dit que c'était comme si l'un d'entre nous avait pris une faux pour l'ouvrir. Nous avons déménagé dans une maison qui était à louer à l'autre bout de la ville, et j'ai fait des recherches sur l'endroit avant d'y emménager. Tout s'est bien passé pendant le reste de l'année, et Mathieu et moi avons terminé notre année à l'étranger. Nous sommes toujours bons amis, et à ce jour, nous avons fait un pacte. Ne jamais parler de ce que nous avons vu ce jour-là. Même en y pensant maintenant, je pourrais faire des cauchemars. Pour être franc avec vous, j'avais à moitié l'intention d'y retourner et de brûler l'endroit après. Mais je ne l'ai jamais fait. Car s'approcher de cet endroit, c'est s'attirer des ennuis. Je ne peux pas imaginer que les pauvres bougres qui ont emménagé après nous aient survécu plus longtemps que nous. Ce qu'il y avait dans cet appartement était le mal à l'état pur, invoqué par Dieu sait qui ou quoi. Je crois qu'il est de mon devoir de dire aux personnes qui envisagent d'étudier à l'étranger de faire leurs recherches. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans votre nouveau pays, ce n'est probablement pas seulement votre imagination. Il y a des choses maléfiques dans ce monde, des choses qui veulent effrayer, mutiler ou tuer tout mortel à leur portée. Et parfois,
Il s'agit d'une très bonne affaire immobilière pour vous mettre en grand danger.